Nous sommes de retour sur ce plateau. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission consacrée au Mali. Et pour évoquer la situation politique au Mali, m'ont rejoint deux invités. Hamedi Diarra, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Et Bakary Traoré, vous êtes vous journaliste spécialiste du Mali. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Ils sont 4 députés à avoir claqué la porte au RPM, Rassemblement pour le Mali, ce lundi 26 septembre. Quelles sont les raisons et quelles conséquences pour le président Ibrahim Boubacar Keïta? Avant d'en parler avec mes invités, suivant ce sujet de la rédaction, il est signé Birama Saounera. Au Mali, les rangs du parti RPM, Rassemblement pour le Mali, se fissurent. Le mercredi 28 septembre 2016, 4 députés ont démissionné du parti présidentiel. Il s'agit de Bakary Diarra, élu à Sikasso, Soyiba Koulibaly de Kati, Mamadou Koulibaly de la commune 2 et Kalilou Ouattara de la commune 3 du district de Bamako. Dans leur lettre de démission adressée au président intérimaire du RPM, les démissionnaires déplorent l'absence de débat au sein du parti et la lenteur dans l'atteinte des promesses faites lors de la campagne présidentielle en 2013. Les Maliens souffrent et nous le disent constamment. Ils ne sentent pas l'effet attendu par les nombreuses annonces de milliards faites par l'exécutif. La crise du Nord Mali est enlisée, sans espoir de résolution par les gouvernements successifs. Les Maliens s'entredéchirent en recourant aux armes et à la violence pour régler leurs différends intercommunautaires et pour exprimer leur ressentiment face à l'impuissance de l'État à rétablir son autorité. Déçus de la gouvernance interne au sein du parti présidentiel et dans le pays, les 4 députés ont opté pour l'opposition après leur démission. Ils sont désormais membres du parti ADP Maliba, Alliance démocratique pour la paix, une formation politique qui a quitté la majorité présidentielle en juillet 2016. Il semble plus ou moins peut-être impressionné par la démarche de ce parti politique. Il faudrait rappeler que l'ADP Maliba, qui était déjà fort de 4 députés avec également une deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, est en train d'apparaître progressivement comme le parti politique qui semble dans une certaine dynamique, parce qu'il y a moins d'un mois, ce parti politique a organisé des consultations à la base. À l'issue de ces consultations, le parti et ses militants ont décidé de claquer la porte de la majorité présidentielle. C'était il y a un mois et la démarche avait été saluée par beaucoup de Maliens. Malgré le départ de ces 4 députés, le RPM détient toujours la majorité absolue au sein de l'hémicycle. Il compte désormais 75 députés sur les 147 membres de l'Assemblée nationale du Mali. En outre, le congrès du parti présidentiel est prévu en fin octobre 2016. Monsieur Diarra, quel regard jetez-vous sur les 3 années de pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta? Alors, ces 3 ans qui ont été durs parce que jalonnés par la crise que le Mali a connue en 2012, avant l'arrivée du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Vous savez, là, quand on est aux affaires face à des crises comme celle que le Mali a connue, c'est vrai qu'il faut accorder un temps au gouvernement qui vient de se mettre en place pour maîtriser le dossier ou prendre le dossier en main, mettre en place des choses qui peuvent nous éloigner des soubresauts et parler aux Maliens. Ce temps, ça a duré parce que la communauté internationale s'est saisie également du dossier grâce à elle, les partis en conflit. Que ce soit l'État ou les groupes armés. Donc les 3 dernières années, le gouvernement on réussit à s'asseoir, à discuter. De prendre connaissance des dossiers, selon votre analyse. À s'asseoir, à discuter, jusqu'à conclure des accords dont le soubassement a été mis en place à Alger. Maintenant, c'est vrai que depuis 2015, après la signature des accords, le problème, c'est la mise en application de ces accords. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent qu'aujourd'hui, il est temps qu'on décortique ces problèmes et qu'on les mette sur la table, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement malien qui est autour de cette affaire, il y a la communauté internationale. Chacune des parties a des responsabilités, que ce soit les groupes armés de rébellion ou que ce soit l'État malien ou la communauté internationale. Il faut que chaque partie
prenne ses responsabilités et joue sa vraie partition. Et les Maliens n'ont pas l'impression aujourd'hui que c'est le cas, en tous les cas, par rapport à certaines parties. Après le départ de l'ADP, l'Alliance démocratique pour la paix, donc de la majorité, ce sont quelques 4 députés qui sont partis cette semaine. Alors, comment comprendre cette saignée politique que connaît le RPM, le Rassemblement pour le Mali? Mais à mon avis, déjà, il faut situer les faits dans leur contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que donc on est presque, le président a dépassé le mi-mandat. Et ça, c'est une chose. Et une deuxième chose aussi également, c'est le fait que, eh bien, beaucoup d'espoirs ont été fondés sur le projet présidentiel pendant les campagnes de 2013. Et la plupart de ces campagnes, de ces espoirs ne sont pas encore, eh bien, assouvis. En ce sens que, comme il a dit M. Diarra, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre donc, de l'accord qui a été signé, eh bien, beaucoup de Maliens restent sur sa fait. Cela dit, c'est vrai que sur le plan économique, le Mali vient de loin avec cette crise. Et quand on voit sur le plan économique, le taux de croissance était quasiment nul en 2012-2013, et on en est à 4,5%, et on projette 5,3 d'ici 2017. Sur le plan politique, disons sur le plan militaire également, on a réussi à mettre un commandement unique, faire en sorte qu'il n'y a plus question des jointes. Donc il y a eu un renforcement de la chaîne de commandement au sein de l'armée, et ce qui est une très bonne chose qu'il faut saluer. Mais aussi également au niveau donc de la classe politique, bien sûr, il y a cette frange donc de l'opposition qui est là, qui joue son rôle, et cette majorité qui est là et qui est en train de gouverner. L'une des raisons évoquées par les démissionnaires, c'est pour protester contre la gouvernance du président. J'en viens. Oui. Au-delà de ces points positifs, il faut reconnaître que le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été élu par près de 77% des Maliens qui ont fondé un espoir sur pas mal de projets, notamment en ce qui concerne le règlement pacifique du problème dans le nord du Mali. L'accord a été signé, il y a presque 1 an. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Eh bien, il y a un problème sérieux par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Même si cette difficulté à implémenter l'accord signé il y a 1 an. Mais d'abord, il y a eu une lenteur d'abord par rapport à la signature de cet accord, ça il faut le reconnaître. Et il a fallu que l'opinion, une certaine frange de la société civile tire sur la sonnette d'alarme que le Mali ne peut pas continuer et qu'il n'y a pas encore jusqu'à présent un accord de paix. Et effectivement, il y a eu un accord de paix qui a été signé, mais le problème est dû, à mon avis, principalement au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelle les autorités intérimaires. Quand vous prenez cet accord, il est prévu la mise en place des autorités intérimaires pour rendre opérationnelles les différentes collectivités qui ne sont pas opérationnelles actuellement. Mais la situation sécuritaire s'est dégradée aussi entre-temps, non? Entre-temps, la situation s'est dégradée, mais la mise en place de ces autorités intérimaires, soi-disant pour rendre opérationnelles les collectivités, a posé des problèmes entre les différentes communautés, si bien qu'aujourd'hui, il y a des affrontements, on va dire, à dimension communautaire ou ethnique, non seulement à Kidal, aujourd'hui, où l'État n'a pas un pied encore jusqu'à présent, mais aussi par rapport à certaines localités, notamment à Mopti ou à Kaï, à Kita, dans ces différentes localités, des Maliens qui s'affrontent, et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le problème dans le nord du Mali, mais qui est dû justement à un déficit d'autorité de l'État et des problèmes de gouvernance. Mais cela dit, par rapport à, pour répondre à votre question, par rapport à la mise en place de l'accord, il y a ce volet donc concernant les autorités intérimaires, mais aussi il y a des problèmes, il y a des situations qui concernent également la mise en œuvre des patrouilles mixtes qui n'arrivent pas à avoir lieu. Les patrouilles mixtes, c'est vrai que cette dimension ne repose pas totalement sur, la responsabilité ne repose pas totalement sur le gouvernement, mais il y a aussi la responsabilité des groupes armés. Mais cela dit, au niveau de la gouvernance, vous avez la question de la justice. On ne peut pas comprendre. Moi, personnellement, je ne comprends pas jusqu'à présent qu'au Mali, eh bien, on puisse mettre en prison les plus faibles, les citoyens normaux, quand ils commettent une infraction, et que jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir des autorités qui sont incriminées et qui sont épinglées dans les différents rapports que le bureau du vérificateur général présente chaque année.
Personne. Le bureau du vérificateur, il fait un rapport sur les déficits de gouvernance, sur les questions des détournements de fonds, des irrégularités dans la gestion des affaires de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta, assez actif, suffisamment actif dans la lutte contre l'impunité et dans la lutte contre la corruption. Contre la corruption, c'est laissé pour le compte. Il n'est pas tout à fait dynamique là-dessus. Votre avis sur la question? Qu'est-ce qui explique la difficulté évoquée par votre co-débatteur, la difficulté pour le président de lutter significativement contre la corruption, l'impunité? Alors, d'abord, la mise en application des accords d'Alger, qui est un des problèmes majeurs aujourd'hui, qui pratiquement anéantit pratiquement beaucoup d'efforts, que ce soit l'effort des populations, l'effort du gouvernement et autres. Les accords doivent être mis en application intégralement, on peut dire progressivement. Mais pour cela, il faut que la communauté internationale joue son rôle. Ailleurs, dans d'autres pays, dans des situations comme celle-là, quand les partis ont signé un document, je parle par exemple, je prends les groupes armés, quand l'un des groupes armés, les deux groupes armés s'affrontent à Kidal, ça a donné lieu à des affrontements, voilà, tout ce qu'on sait. On n'a pas entendu la communauté internationale. Oui. Son rôle, c'est de dire à chacune des parties de s'arrêter là où il fallait. Mais récemment, comme par hasard, il y a un des groupes armés, c'est vrai, on ne peut pas encourager un groupe armé quelconque de sortir du cadre, qui a fait quelque chose, et c'est l'ambassadeur des États-Unis qu'on entend critiquer ce groupe-là, alors qu'un autre en a fait avant. Alors, comment on peut aller... Vous pensez qu'ils ont l'indignation sélective? En tous les cas, c'est des questions sur lesquelles les Maliens s'interrogent. Aujourd'hui, il faut que la communauté internationale aide le gouvernement malien à ce que l'armée s'installe. Parce que le fondement des accords, c'est l'intégrité territoriale. C'est l'intégrité territoriale, c'est l'indivisibilité du pays. Comment on peut assurer ces deux choses-là si l'État qui doit les assurer n'est pas présent? Or, on dit à l'État malien, la communauté internationale dit à l'État malien, faites attention, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas... Mais elle, quand les populations le disent, les gens se font des fois tuer, ils se font devant la communauté internationale, l'armée mise en place par la communauté internationale, ils ne lèvent pas le doigt. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement malien demande à l'ONU d'intervenir comme elle est intervenue ailleurs pour que la sécurité des populations soit assurée et que les groupes soient désarmés. Tant qu'ils ne le sont pas, le problème... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la communauté internationale a atteint une forme de saturation par rapport au Mali? Bon, c'est le concept qu'on emploie, mais comme il est, Monsieur Diarra. Oui, en réalité, c'est le MINUSMA qui est présent dans le nord du Mali avec la force Barkhane, avec la France, et plus la communauté... Le mandat a été renforcé il y a quelques mois. Oui, mandat renforcé, mais avec quels moyens? Le fond du problème, insuffisant. Le problème, même si vous renforcez sur le papier les mandats d'une institution, vous ne donnez pas, vous ne dotez pas cette institution, ou les forces armées de cette institution, des moyens adéquats, notamment les moyens aériens. Parce que le nord du Mali, il ne faut pas l'oublier, vu l'étendue du territoire, cette dimension aérienne qu'il faut, qui fait défaut non seulement au niveau de l'armée malienne, mais aussi au niveau de la force internationale qui est venue en appui par rapport à l'armée. Des hommes ont été ajoutés. Il y a même eu une unité de 600 hommes qui a quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali, pour venir en renfort à la mission, à la MINUSMA dans votre pays. Ça vous paraît insuffisant? Ça conforte. Non, je ne dis pas que c'est... Il n'y a pas un problème, à mon avis, il n'y a pas un problème d'effectif. La MINUSMA fait presque 10 000 hommes. Il y a presque 10 000 hommes qui sont présents sur le terrain. Je pense que... Moins matériel, logistique. C'est au niveau surtout logistique et surtout au niveau des moyens aériens. D'accord. Et le problème est connu, hein. Au niveau de l'ONU, le problème est connu. Il s'agit de mettre ces moyens justement à disposition pour que ces institutions qui sont sur place puissent faire leur travail adéquat. Mais aussi, j'ajoute un mot là-dessus aussi, même le fait de dire que le mandat a été renforcé quelque part, je pense que moi ça me laisse sur ma faite dès lors que ces forces internationales n'ont pas un mandat d'intervention par rapport à des groupes armés terroristes. Ce sont des forces d'interposition et qui restent
positionnés sur leur position. En situation défensive. Jusqu'à ce qu'il y ait un problème pour qu'ils puissent se là. Alors qu'il faut que ce soit des forces d'intervention par rapport aux forces terroristes. On l'a vu, les 4 députés qui ont démissionné ce 26 septembre disent que les Maliens souffrent. Quels sont les domaines prioritaires dans lesquels le gouvernement doit agir pour corriger la situation, selon vous? Alors, un mot par rapport à la démission des députés. Au Mali, c'est très courant, la transhumance politique. Quand vous regardez, vous êtes coutumier du fait. Les Maliens le savent. Et à chaque rentrée parlementaire, il y a des situations comme ça. Je ne dis pas ceux qui ont démissionné récemment l'ont fait pour les mêmes raisons que certains, mais en tous les cas, c'est coutumier. Les domaines dans lesquels aujourd'hui on doit intervenir sont connus. Dans le Nord, il faut que les armes se taisent, qu'on laisse les populations travailler pour se nourrir elles-mêmes. Ailleurs dans le Mali, il faudra dans chaque secteur où les politiques ont été initiées par le gouvernement, qu'on commence à mettre ces politiques-là en application, non pas comme on le fait trop souvent, on fait des séminaires en disant le séminaire pour s'approprier, le séminaire pour élargir, le séminaire pour constater. Arrêter cela pour aller au charbon. Et je pense que les Maliens attendent cela. Le gouvernement a sûrement la volonté, mais aujourd'hui, il faut dire que dans les pays comme le Mali, le ministre, il est ministre, mais jusqu'en dessous du ministre, les gens qui sont amenés à appliquer les politiques que les ministres leur demandent sont ceux qui dirigent, parce qu'ils peuvent voilà, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et le ministre... Il n'y a pas de contrôle. Il y a le contrôle. Normalement, il ne doit pas faire ce qu'il veut, il doit avoir un contrôle venu de la hiérarchie. Même s'il y a le contrôle, le problème, c'est les punir. Alors, les punir tous, c'est aujourd'hui comment? Et ça, c'est un débat national qu'il faut installer. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. On reviendra sur la question de votre pays. Merci à vous, M. Hamedi Diarra. Je rappelle que vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France et Bakary Traoré, vous êtes journaliste spécialiste du Mali. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Ce sera consacré au dialogue politique en Guinée. À tout de suite.